Bonjour Alexia, Bonjour Mickaël. merci beaucoup d'avoir bien voulu faire cette interview par Skype. On découvre aujourd'hui avec toi le métier de professeur de yoga. Oui. Tu l'as fait en plus en reconversion. On peut découvrir ton portrait en entier dans le numéro 253 de Rebondir, celui de janvier-février, que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou alors en kiosque. Vous pouvez même le prendre en abonnement. Donc on va d'abord te présenter rapidement. À la sortie des cours, tu es devenu rapidement responsable marketing. Tu as été expatrié en Chine pendant presque 10 ans. Et puis un Ouais. jour, tu décides de tout plaquer pour changer de voie professionnelle et devenir professeur de yoga. Alors pourquoi avoir décidé de te reconvertir? Alors, décider, alors dit comme ça, effectivement, on a un peu l'impression que du jour au lendemain, ça s'est fait. Je crois qu'il y avait déjà des petites graines qui étaient en moi de par l'intérêt dans tout ce qui touche au bien-être, à la nutrition, et puis ensuite au yoga. Et puis au bout d'un certain temps, donc au bout de 9 ans en Chine, avec un poste génial que j'adorais, je réalisais que j'étais toujours pas tout à fait bien et heureuse. Et ce qui me rendait véritablement heureuse, c'était le yoga. Alors, c'est, je dirais, un enchaînement de décisions avec des plus ou moins grandes décisions, justement, qui mènent à la reconversion. Et donc, la plus importante des décisions, ça a été d'expliquer à mon entreprise que voilà, je voulais faire autre chose. Et heureusement, voilà, ils m'ont accompagnée dans cette reconversion. Et puis voilà, j'ai pu commencer à regarder les formations, par où commencer, etc., sans avoir une idée extrêmement claire de la suite, même si voilà, j'avais quand même ces deux parties, yoga et troubles alimentaires, dont on parlera certainement plus tard, qui étaient déjà présents. Donc voilà, ça a été cette suite de décisions et quelque chose que j'avais déjà, je pense en moi. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ta reconversion? Alors, aujourd'hui, j'arrive à avoir un tout petit peu de recul par rapport à d'autres personnes qui se sont reconverties et je dirais que j'ai été plutôt bien lotie parce que j'avais mes proches, mon conjoint, l'entreprise pour laquelle je travaillais qui m'ont vraiment soutenue et accompagnée. Ce que je trouve compliqué, c'est le regard des autres qui cherchent à rapidement remettre une étiquette. Donc, c'est-à-dire que j'étais plus responsable de filiale ou directrice marketing. Il fallait que je sois professeur de yoga et que je donne des cours directement, alors que c'était pas forcément ce que je voulais faire uniquement. Donc, je trouve que socialement, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas on laisse pas de temps aux gens pour dire non, en fait, je sais pas tout de suite ce que je veux faire. Donc ça, je trouve que voilà, c'est ce qui est compliqué et ce que je trouve dommage. Parce que j'ai l'impression que soit on est au chômage, on sait pas ce qu'on va faire et c'est compliqué, voilà. Alors moi, j'étais pas au chômage, j'avais le diplôme pour être prof de yoga, donc il fallait que je donne des cours de yoga. Voilà. Alors que finalement, en parallèle de ça, quand on dit je suis CEO ou je travaille chez L'Oréal, bon, les gens ne posent pas trop de questions en plus. Donc voilà, donc j'espère qu'on laissera à toutes les personnes qui se reconvertissent et toute personne qui se pose des questions, en tout cas qu'on sera bienveillant envers eux et qu'on leur laissera le temps du doute et un petit peu du flottement. Voilà. Et tu nous as parlé d'un diplôme là. Est-ce qu'il faut obligatoirement un diplôme pour exercer en professeur de yoga? Alors, il ne faut pas obligatoirement de diplôme. Par exemple, dans tous les studios en France, on ne demande pas de diplôme. Alors, il y a deux aspects par rapport au diplôme qui sont positifs et négatifs. Le positif du fait qu'il n'y ait pas de diplôme, c'est le fait de ne pas enfermer le yoga avec des critères qui sont très liés au diplôme, justement, parce que le yoga, c'est une discipline, c'est de la culture, c'est un mode de vie, donc c'est extrêmement vivant. Donc, comment enfermer ça dans un diplôme? Je trouve que c'est un point de vue qui est très, comment dire, occidental et peut-être aussi un peu capitaliste, je ne sais pas. Mais en parallèle de ça, vu que le yoga explose, toute l'industrie du bien-être explose, on a des professions dans tous les sens, des personnes qui enseignent dans tous les sens, et ça peut être extrêmement dangereux.
Donc, je trouve que le diplôme est vraiment un garde-fou. Et j'invite les gens, les personnes, les élèves, que ce soit dans le yoga ou dans toutes les professions du bien-être, les personnes qui s'y intéressent à demander au moins la formation du thérapeute ou du professeur de yoga. Et ensuite, donc, concernant le diplôme, il en existe quand même. Donc, ce sont les États-Unis avec l'Alliance de yoga, Yoga Alliance, qui donne ces diplômes. Donc, moi, c'est le diplôme que j'ai et je peux exercer à l'international, enfin partout dans le monde. Donc, ce qu'a fait les États-Unis, c'est un petit peu ce que n'ont pas fait les Indiens en voyant le boom du yoga. Eux, ils se sont dit, nous, on va créer un diplôme et on va réglementer un peu tout ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qui est un peu bizarre, c'est que ce sont les Américains qui donnent la validation de la compétence, même aux Indiens, donc c'est bizarre. Mais bon, voilà, les Indiens travaillent aussi sur ça, donc petit à petit, c'est en train de se structurer. Donc en gros, il y a un gros boom et comme dans beaucoup d'activités d'industrie, quand il y a un boom comme ça se structure. Donc voilà. On a compris hein, dans tes paroles, il ne faut pas que le diplôme, il faut beaucoup de soft skills, comme on dit. Ouais. Comment tes expériences passées, personnelles et professionnelles, parce que tu nous as parlé aussi de troubles alimentaires, donc ça a dû Ouais. jouer, comment ces expériences te servent dans ce métier? Alors, donc je rebondis sur le côté perso et troubles alimentaires. Donc j'ai eu un trouble alimentaire, donc d'anorexie mentale depuis toute petite. Et le yoga, la méditation m'ont vraiment aidé mes proches et puis des thérapeutes, etc., m'ont vraiment aidé à sortir de ça. Donc en ça, j'arrive à... Et aussi parce que je me suis beaucoup intéressée à la question des troubles du comportement alimentaire, que j'échange avec des professionnels, etc. J'ai une forme d'expérience et d'empathie et de compréhension. Enfin, j'ai un filtre en tout cas d'anciennes malades. J'aime pas dire malade, mais bon, voilà. Malade. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup et en même temps, j'essaye de pas mettre quasiment pas mettre d'émotionnel ou de projection dans les échanges que je peux avoir avec les personnes que je rencontre aujourd'hui et qui utilisent le yoga pour aller vers de la rémission. Donc ça, c'est le côté personnel. D'un point de vue professionnel, donc voilà, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le marketing, le digital et puis ensuite plus la stratégie internationale. Et forcément, ça m'aide à analyser un marché, à comprendre la concurrence, à parler d'investissement, à mettre en place un business model, un business plan, etc. Donc, tous ces outils, finalement, marketing et business, aujourd'hui, m'aident vraiment. Et c'était un peu mon but de me dire, tout ça, ça ne sert pas à rien. Et je pense que c'est important, dans le cadre d'une reconversion, de ne pas tout jeter à la poubelle. Voilà, ce qu'on vit, c'est aussi important. On apprend toujours. Et c'est se dire, dans mon cas, comment je vais réutiliser ça au service de quelque chose qui a du sens pour moi et aussi pour d'autres personnes. Quelles sont selon toi les compétences et les qualités indispensables pour devenir professeur de yoga? Alors, l'humilité, c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je peux dire que je peux pas avoir la réponse parfaite parce que pour moi, ça fait que très peu de temps, ça fait que 2 ans que vraiment, je suis là-dedans et je participe, voilà, je donne des cours. Ce que je dirais, c'est vraiment apprendre, continuer à apprendre, continuer à pratiquer. Avoir de la discipline, de la bienveillance et de la joie. Parce que finalement, c'est en appliquant à nous-mêmes tout ce qu'est le yoga qu'on arrivera à transmettre. Et c'est vraiment le plus important dans l'enseignement du yoga. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier? Alors moi, j'ai vraiment, si je prends le métier de professeur de yoga et pas la personne aussi, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui ou responsable marketing ou vraiment que sur professeur de yoga, je pense que ce qui est compliqué, c'est le fait que le yoga soit considéré parfois et pratiqué comme de la gymnastique. Voilà, le fait qu'il y ait énormément de compétitions, de types de yoga qui émergent, qui sont
très loin du yoga traditionnel. On a vu du yoga avec de la bière, avec des chèvres, du yoga, enfin, dans tous les sens, différents types de yoga. Donc, je dirais c'est le fait qu'on s'éloigne du côté traditionnel du yoga et c'est pas forcément l'intention des professeurs de yoga, mais c'est le marché qui veut ça. Donc ça, je trouve que c'est compliqué et on le sait depuis maintenant quelques décennies. Krishnamurti disait si on vous avait expliqué que ça serait de la gym, ça vous intéresserait pas. Donc voilà, ça, je trouve que c'est un petit peu la résultante d'un véritable secteur d'activité, d'une économie et voilà qui a un impact qui peut être négatif sur les professeurs de yoga et le yoga en général d'ailleurs. Tu penses que ça peut nuire à la discipline? Complètement. Ah oui, oui, je pense que ça nuit complètement à la discipline qu'il faut vraiment arriver à remettre sur le devant de la scène une pratique plus traditionnelle et adaptée à nos modes de vie, parce que bien évidemment, on ne va pas se lever on va pas se lever avec le lever du soleil pour méditer et puis passer 4 heures à faire du yoga. Ça, je crois qu'on en est bien conscient. Mais voilà, on parlait du diplôme. Peut-être ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est vraiment de mettre vraiment l'attention sur des personnes qui ont de véritables compétences sur les deux parties, que ce soit le yoga traditionnel et le mode de vie moderne. Donc, comment vraiment pousser ces personnes-là? Et encore une fois, dans notre société, on revient à une question de budget, de visibilité et d'image. Et souvent, ces personnes-là n'ont pas justement les outils qui permettent, les budgets qui permettent voilà, d'être visibles, suivis et de remettre le yoga à sa juste place. Justement, tous ces métiers liés au bien-être en général, ils deviennent de plus en plus attractifs Ouais. actuellement. Est-ce que c'est une force ou c'est plutôt une faiblesse pour vous? Alors, ça dépend pour nous. Le nous, à la fois dans le nous, il y a de très grandes entreprises multinationales du bien-être, des marques de vêtements, des applications, un bien-être qui s'étend à la santé, donc tout ce qui est lié, tu vois, à la santé. Enfin, c'est vraiment donc là, effectivement, c'est génial parce que ça draine des revenus qui sont colossaux. La Welltech, c'est 2,2 milliards de dollars d'investissement récemment. Voilà, tu as une augmentation de toutes les startups dans le well-being et dans le yoga qui est énorme, mais du coup, qui crée une compétition qui est tout aussi grande. Donc, ça favorise encore une fois les entreprises, les startups qui comprennent très bien le monde dans lequel on vit et le système système capitaliste, hein, sans que ce soit péjoratif. Et ça va peut-être amener plus de difficultés à un prof de yoga qui est juste prof de yoga, quand bien même il a une très bonne pratique et qui peut très bien enseigner. Donc voilà, mais je pense encore une fois que de toute façon, les personnes qui sont les élèves ou les patients, etc., vont petit à petit se diriger j'espère, vers les meilleurs thérapeutes et professeurs de yoga. Donc, bien sûr, de toute façon, le fait qu'il y ait une tendance sur le yoga, ça ne peut que aider, dans tous les cas, les professeurs de yoga, ça c'est sûr. À quoi ressemble une journée type de professeur de yoga? Combien de temps on fait des cours et combien de temps on se prépare? Oula, alors ça, je te dirais, donc je vais répondre aussi parce que je vois mes amis qui sont professeurs de yoga et je parlerai ici que de la petite communauté parisienne parce que je ne sais pas comment ça peut se passer ailleurs. Il y a des heures où les cours sont privilégiés, donc soit très tôt le matin, soit entre midi et deux, soit plus tard vers 18h, enfin de 18h jusqu'à 21h. Donc déjà, la journée est segmentée de cette façon-là, concernant vraiment l'enseignement. Ensuite, il y a la préparation des cours, il y a le fait de passer du temps aussi avec les élèves quand ils ont un peu de temps à consacrer au yoga en plus que les cours. Et puis après, il y a la pratique personnelle, la pratique de la méditation, du yoga, la lecture, etc. Donc, continuer à se former entre les cours qu'on peut donner. Et puis, de plus en plus, des professeurs de yoga qui essayent de se
de se rencontrer entre les cours qu'ils peuvent donner, parce que finalement, c'est un métier qu'on exerce seul. Et donc là, il y a par exemple des cours de théorie et de philosophie qui sont donnés pour les profs de yoga. Donc avec un studio qui s'appelle Yoga Laboratorium, qui est génial. Donc déjà, voilà, on arrive à se rencontrer en dehors des cours. C'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup avec le responsable du yoga des bons hommes, donc qui fait du yoga pour les hommes. Voilà, comment en fait on peut aussi créer une dynamique entre les professeurs de yoga et voilà, échanger, pratiquer ensemble et faire en sorte que ce soit qu'on soit moins seul. Enfin, moi, je m'étale un peu sur ça, mais c'est un point peut-être important. Je suis très étonnée qu'il n'y ait toujours pas d'espace, tout comme on peut trouver du coworking space, des incubateurs, etc., qui regroupent en fait les professionnels du yoga. Parce qu'en fait, on peut être prof de yoga, prof de méditation, professeur de philosophie, de théorie, etc. Et tout ça, c'est le yoga, en fait. Donc, voilà, ça serait vraiment génial qu'il y ait ce genre de lieu pour qu'on soit moins seul et puis, voilà, pour qu'on puisse aussi transmettre au mieux. On l'a compris, tu es entrepreneur, donc ça doit être une grande partie aussi des métiers, des professeurs de yoga, ils doivent être indépendants. Comment réussir à se démarquer justement en étant indépendant? Alors, si je peux donner quelques conseils ici, ça serait déjà ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire la course à la différence. Donc, faire des cours, déformer le yoga justement. Enfin, je pense que le fait d'enseigner le yoga au plus proche de ce qu'il est, ça doit rester une priorité. Donc, ne pas faire n'importe quoi sur le style de yoga qui est enseigné. Ensuite, connaître cette industrie, vraiment s'intéresser à le nombre de professeurs de yoga, le marché, le prix moyen pour les cours, les horaires, les positionnements quand il y a des marques de yoga, les partenariats à créer, etc. Donc, c'est s'armer un petit peu plus en termes de business. De business, de marketing. C'est vraiment se dire qu'il faut partager, créer des communautés, si possible locales aussi, parce qu'il y a vraiment une demande aussi de plus de liens, de régularité, etc. Et apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Encore une fois, pas à l'extrême, parce que finalement, ça dévalorise parfois le contenu qui est partagé. Donc voilà, donc je dirais vraiment garder une pratique qui soit sérieuse, proche de ce qu'est le yoga. En deuxième, s'intéresser au business, au marketing, etc. En troisième, avoir vraiment des bonnes pratiques, des best practices d'entrepreneurs et marketing et réseaux sociaux, même si ça peut paraître être terrible pour quelqu'un qui fait du yoga, de parler de business et de marketing, etc. C'est la réalité, en fait. Si on veut en faire un métier, je pense qu'il faut vraiment, vraiment regarder ces points-là. Et il ne manque pas d'entrepreneurs en France et partout dans le monde avec des best practices. Donc, voilà, il faut lire, s'intéresser. Et dernier point, échanger avec ces personnes-là, ne pas rester dans l'univers yogique yoga, vraiment aller rencontrer des personnes qui font autre chose et qui ont réussi et s'en inspirer et ne pas faire seul. Super. Pour finir, le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite se reconvertir en professeur de yoga, ça serait lequel? Se poser la question de l'intention. C'est-à-dire, est-ce que je veux me reconvertir parce que j'aime le yoga, parce que je veux pratiquer tous les jours et parce que peut-être j'enseignerai quelques cours comme ça, ou est-ce que je veux me reconvertir parce que véritablement je veux en faire une entreprise, je veux pouvoir gagner ma vie avec, et c'est pas ça doit pas être tabou de le dire. Oui, c'est bien que les profs de yoga gagnent leur vie. Voilà, et c'est vraiment deux approches qui sont différentes. Alors après, voilà, faire la formation pour devenir prof de yoga, de toute façon, je le recommande. Mais tout plaquer et se dire que ça va être vraiment un métier, une reconversion, je pense qu'il faut vraiment étudier ça avant et se poser la question voilà, de l'intention.
Ben, merci beaucoup, Alexia, Merci à bien voulu, toi. d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Je rappelle évidemment qu'on peut retrouver donc ton portrait complet dans le numéro 253 de Rebondir, celui de janvier-février. Vous pouvez retrouver aussi d'autres portraits de reconversion sur le site rebondir.fr. Si je résume rapidement, j'ai compris qu'il fallait de l'empathie, qu'il fallait être humble et surtout qu'il fallait pas avoir peur de continuer d'apprendre tout le temps. C'est bon, j'ai bien résumé? Oui, c'est parfait. Merci, Merci Alexia. beaucoup. Au revoir. Merci.